Ah ben, là, je vois, monsieur Chevalier, il y a des ruches un peu séparées des autres. Vous pouvez nous dire pourquoi vous les avez mis à Alors en part? fait, je ne les ai pas mis là, c'est des essaims qui sont sortis, de ruches de ce rucher et qui se sont pendus à une branche. Donc je les ai récupérés en secouant l'essaim, en le faisant tomber dans une ruche vide, enfin une ruche vide, une ruche avec les cadres mais sans abeilles. Ensuite, il faut obligatoirement le laisser là parce qu'ils sont orientés là. On n'est pas obligé de le laisser très longtemps, mais j'ai pas eu jusqu'à maintenant le temps ni l'occasion de l'amener sur un autre rucher parce qu'une ruche, soit on la déplace de plus de 3 km, soit on ne la déplace pas. Je ne pourrais pas la mettre par exemple avec les autres parce que l'abeille est orientée par rapport à l'entrée de sa ruche avec un système qui est un système un peu comme les sextants des anciens marins. C'est-à-dire qu'elle mesure, l'abeille mesure l'angle que fait le soleil et l'entrée de sa ruche, même en lumière polarisée, c'est-à-dire même quand il y a des nuages et qu'on ne peut pas voir le soleil. Et elle le mesure de façon extrêmement précise d'une part, d'autre part elle a une horloge interne extrêmement précise, parce qu'avec l'angle d'un point au soleil et l'heure, on détermine la position. Les marins avant les systèmes GPS faisaient comme ça avec leur sextant. Oui, parce qu'on peut trouver le nord par rapport à la position du soleil, par exemple. Oui, C'est oui. ça, c'est ce que faisaient les marins. C'est ce qu'on appelle une triangulation. Oui. Et les marins faisaient comme ça. Ils arrivaient à avoir la position à 1 km près. Mm. L'abeille, elle est orientée à 10 cm près. Ça impose une mesure d'angle extraordinairement précise et une mesure de temps extrêmement précise. Elle a une horloge interne. Ah, c'est fantastique. Et puisqu'elle est orientée, en fait, l'abeille, quand elle sort de la ruche, fait ce qu'on appelle un vol d'orientation. Elle vole un petit peu en rond, là, elle prend ses points de repère, ses mesures d'angle, certainement de façon réflexe, hein, mais elle est orientée là. Et si on la déplace par exemple d'une dizaine de mètres, par exemple cette ruche, si je voulais la mettre avec les autres, la distance étant très faible, la différence d'angle sera extrêmement faible. Elle ne s'apercevra pas quand elle va sortir la prochaine fois de la différence. Donc elle ne saura pas qu'elle a été déplacée et l'abeille reviendra là-bas. Il n'y aura plus la ruche, mais l'abeille elle reviendra là-bas. Ah, Donc on y perdra les abeilles. Ah oui. C'est pour ça que lorsqu'on veut déplacer des ruches, il faut les déplacer d'un minimum de 3 km, évidemment à vol d'abeille, enfin, en ligne droite. Parce qu'à ce moment-là, 3 km, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément la réalité. Peut-être que si on la déplaçait de 2,8, ça marcherait. On dit 3 km. Voilà. Et à ce moment-là, la différence d'angle est suffisante pour que dès qu'elle sort de la ruche, elle s'aperçoit qu'elle n'est plus au même endroit. Donc elle refait son vol d'orientation. Donc on déplace de plus de 3 km ou pas. D'accord. C'est pour ça que ces ruches sont restées là. Et par contre, quand je vais descendre en garrigue, les ruches dont on a parlé tout à l'heure, ou les essaims, je vais les prendre sur le camion et elles vont rejoindre les autres ruches, mais ça sera à 50 km par la route, donc peut-être 30 km à vol d'oiseau. Donc elles se réorienteront, il n'y aura pas de problème. Mais c'est complètement différent de la transhumance, parce que quand vous posez vos ruches pour la transhumance, dans des régions des fois à 1000 km, là ça pose aucun souci. La ruche, fait l'abeille, elle va retrouver sa ruche sans problème. Oui, tout à fait, mais c'est toujours d'abord juste une petite précision. J'ai dit 1000 km pour l'acacia, oui. C'est la rotation. Hein. Ah oui. C'est-à-dire l'aller-retour, heureusement. Ah oui, d'accord. C'est 500 allées. Hein. Oui. D'ici à Bourg-en-Bresse, il y a 500 km. Et c'est la rotation qui nous fait 1000 km. C'est une transhumance. De les amener d'ici à Faugères, c'est une transhumance. Ben oui. Petite, mais c'en est une. Donc, mais là, elle retrouve facilement leur ruche. Oui, parce que de toute façon, il n'y aura plus de 3 km. Même si je les amenais d'ici au village d'Avesnes, il y a plus de 3 km, elle se repérerait. Donc c'est là où elle va sortir, elle va faire son vol de... Elle va sortir, elle va faire son vol de repérage. Instantanément, elle va s'apercevoir qu'elle n'est plus au même endroit, elle va refaire un vol d'orientation. D'accord, c'est fabuleux. Elle sera orientée au nouvel endroit. Mais quelques mètres, non, ça ne marche pas. Ah, ça c'est marrant, ça c'est vraiment... Enfin, ça ne marche pas. On déplace la caisse, mais on ne déplace pas les abeilles. C'est ça, d'accord. Ben, merci pour ces explications. Donc les larves destinées à devenir des reines continuent à être nourries à la gelée royale jusqu'à la naissance de la reine.
Le déterminisme qui fait que les abeilles vont se mettre à élever des reines ou ne pas en élever, c'est à la naissance, l'abeille a l'instinct d'élever des reines, c'est-à-dire de ne nourrir qu'à la gelée royale. Mais la reine émet une phéromone, un médiateur chimique, inhibiteur de l'instinct d'élever des reines. Donc, les abeilles n'élèvent pas de reines. Lorsque la reine vieillit, son émission de phéromones va diminuer, et par conséquent, les abeilles vont se remettre à élever quelques cellules royales. Si on a une baisse de fécondité, c'est-à-dire que la reine a moins de spermatozoïdes dans sa spermathèque, eh bien, au moment où elle n'a plus de spermatozoïdes dans sa spermathèque, elle n'est pas encore suffisamment vieille pour ne pas émettre de phéromones. Les perturbateurs endocriniens ont agi sur la fécondité, c'est-à-dire sur la concentration en spermatozoïdes du sperme des mâles. Ils n'ont pas agi sur l'émission de phéromones de la reine. Et par conséquent, on se retrouve avec des reines qui n'ont plus de spermatozoïdes, donc qui ne peuvent plus donner naissance à des abeilles ouvrières, mais par contre qui sont encore suffisamment jeunes pour être bourrées de phéromones et que le signal ne soit pas donné de renouveler la reine. C'est comme ça qu'on perd énormément de colonies. On perd à peu près un tiers du cheptel chaque année. Donc sur une exploitation, je ne sais pas si on prend un chiffre un petit peu au hasard, une exploitation de 600 ruches, eh bien, il faut produire chaque année un minimum de 200 essaims pour avoir une colonie en équilibre. C'est énorme, un tiers. Ça induit oui. effectivement un travail supplémentaire. Après, je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières. Le sort de l'apiculture, de l'apiculteur, n'est pas pour autant plus mauvais. Moi, j'ai commencé l'apiculture il y a 40 ans. On faisait extrêmement facilement du miel. On ne perdait pas de colonies. Par contre, le miel ne se vendait pas. Maintenant qu'il est difficile à produire, on le vend bien. Donc, l'un a compensé l'autre. En termes de tonnage de miel, évidemment, pour une exploitation d'un nombre X de ruches, le tonnage produit est bien inférieur aujourd'hui à ce qu'il était il y a 40 ans. Mais il y avait peut-être plus de producteurs avant aussi, non? Il y avait plus de producteurs. En fait, moi, quand j'ai commencé l'apiculture, il y avait quelques grosses exploitations professionnelles. Il y avait assez peu d'exploitations, un peu du type de la mienne, c'est-à-dire d'exploitations moyennes. Et puis il y avait une foule de pluriactifs, c'est-à-dire des agriculteurs, par exemple, qui avaient des vaches, peu importe, des céréales, et puis qui avaient une centaine de ruches. Il n'y avait pas besoin de s'en occuper des abeilles. Donc ça ne posait pas de problème. On posait les hausses, on récoltait, c'était terminé. On n'avait pas de perte de cheptel, il n'y avait pas d'essaims à faire. C'était assez facile. Ces pluriactifs ont pratiquement disparu. Par contre, il s'est monté pas mal d'exploitations, un peu de la taille de la mienne, ou d'exploitations professionnelles ne faisant que de l'apiculture, mais pas forcément énorme non plus. L'entité, l'unité chez l'abeille, c'est la colonie. Si on veut faire un parallèle, les communications dans la ruche se font principalement par médiateurs chimiques, par phéromones. Quand je dis médiateurs chimiques, ce n'est pas des produits chimiques que nous on introduirait. Mais si on veut faire l'analogie, par exemple, à l'individu chez nous, une personne, une femme, un homme, est un individu, et les communications à l'intérieur de son organisme se font par phéromones. Le cœur, il s'accélère quand de l'adrénaline est sécrétée, ou parce qu'on fait un effort et que le sang a besoin d'oxygène, etc. C'est tout. Les communications dans nos organes se font par hormones. Dans la ruche, ça se fait, on a appelé ça des phéromones. Mais donc là, on voit bien l'analogie entre la ruche et l'individu. Monsieur Chevalier, vous récoltez le pollen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Je peux vous en dire quelques mots. Le pollen, donc, c'est la poudre des étamines des fleurs, c'est l'élément mâle de la fleur. L'abeille le récolte pour nourrir les larves, c'est l'élément protéiné dans la ruche. Les larves ont besoin d'énergie et d'un aliment de croissance, donc de protéines. Donc les larves sont nourries avec un mélange de miel et de pollen. L'abeille, pour récolter le pollen,
a sur ses pattes arrière, l'abeille a 6 pattes, 3 paires de pattes, et sur les pattes arrière, elles ont des corbeilles. Au milieu de ces corbeilles, elles ont un poil, et elles amalgament les grains de pollen qui sont extrêmement fins. Quand on voit dans un pot de pollen un grain de pollen, en fait c'est l'amalgame de milliers de grains de pollen. Donc elles amalgament cette poudre très fine en petits grains pour le ramener à la ruche. Donc nous après, on voit que c'est extrêmement facile pour le récolter, il va suffire de leur peigner les pattes. Comment vous allez les peigner les pattes? C'est pour ça que je me disais que vous êtes là, on sera un peu plus nombreux. Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, on va leur peigner les pattes, mais on va leur peigner automatiquement. Une ruche, c'est une caisse qui est posée sur un plateau qui permet la libre circulation des abeilles. Si l'on veut récolter du pollen, il faut changer ce plateau, le remplacer par un dispositif que l'on appelle trappe à pollen. Ce dispositif, c'est tout simplement d'obliger les abeilles à passer à travers les trous d'une grille. Et les trous de cette grille, la grille appelée peigne, est verticale. Pour rentrer, l'abeille doit la traverser. Les trous ont été calculés par le fabricant de telle sorte qu'elles sont obligées de frotter légèrement les pattes pour passer. Et elles vont faire tomber un certain nombre de grains de pollen. Le fabricant le calcule de telle sorte que ça fait tomber approximativement 20% de ce qu'elle ramène. Pas la totalité. Évidemment, nous, dans notre immense avarice, on adorerait tout prendre. Mais on a bien remarqué que ça menait pas loin, cette histoire. Il faut évidemment leur laisser du pollen. Sinon, il n'y a plus de possibilité de nourrir des larves et la ruche péricliterait. Donc la grille appelée peigne, qui est verticale, fait tomber des grains de pollen. Horizontalement, en dessous, il y a une deuxième grille avec des trous un petit peu plus fins. Les grains de pollen peuvent passer et pas l'abeille. Et en dessous, il y a un tiroir. Si vous voulez, on peut le regarder sur une ruche. Là. Donc le tiroir est là. L'entrée des abeilles est devant. Là, nous, on est derrière la ruche, évidemment. Si on tire le tiroir, on voit qu'il y a du pollen dedans, des grains de pollen. Oh là là! Voilà. Là, c'est la récolte à peu près d'une semaine. Le pollen se récolte. Là, c'est les dernières récoltes. On va enlever les trappes à pollen parce que maintenant, il faut leur laisser pour qu'elles fassent les provisions pour l'hiver. À ce stade-là, évidemment, il va encore falloir le trier parce qu'il y a quelques impuretés. Il y a des petites fourmis, il peut y avoir quelques ailes d'abeilles, quelques brins d'herbe. Donc, il va falloir le trier et si on le destine à être vendu en pollen sec, il va falloir le sécher dans un séchoir à pollen, c'est-à-dire une armoire avec des clayettes et de la toile moustiquaire sur laquelle on va étaler le pollen en épaisseur à peu près de 3 cm. Et il y a une ventilation un petit peu forte et le pollen tel qu'il est là dans le tiroir est à un taux d'humidité d'approximativement 15%. Pour qu'il soit conservable, il va falloir descendre le taux d'humidité en dessous de 6%. C'est-à-dire que quand on aura passé la barre des 6% à la baisse, on arrête. Et là, à ce moment-là, ça permet de le trier à la machine avec un appareil qu'on appelle un tarare. C'est les anciens appareils à trier le grain. La deuxième solution pour le pollen, c'est de le commercialiser en pollen dit frais, c'est-à-dire qu'il va être congelé dès la récolte. À ce moment-là, il peut se conserver s'il est congelé. L'inconvénient, enfin pour nous, c'est que il est très souple le pollen frais et il ne supporte pas il est fragile, il ne supporte pas le tri au tarare. Donc il faut trier à la pince à épiler sur un pan incliné et donc le tri est beaucoup plus long. Après il est congelé, mais ce qu'il faut savoir c'est que le pollen, ça peut se congeler et se décongeler sans aucune altération, paraît-il, d'après certains chercheurs, jusqu'à 17 fois, sans que ça l'altère. Et évidemment, il est plus puissant. Alors, au point de vue nutritionnel, il n'y a pas une différence énorme, parce que le séchage se fait à la température de la ruche, c'est-à-dire aux alentours des 37 degrés. La température de la ruche, c'est entre 36 et 38. Donc ça ne l'altère que vraiment très peu. Par contre, d'un point de vue gustatif, c'est très différent. Le pollen frais reste très souple, alors que le pollen sec est un petit peu plus dur sous la dent. Si vous voulez, on peut essayer de regarder s'il y a... J'aurais aimé vous montrer des pollens de couleurs différentes. Alors là, c'est la même couleur.
Parce que les ruches n'ont pas toutes le même secteur de boutinage et il arrive qu'on ait des pollens de couleurs très différentes. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Là, celui-là est très plein. Celui-là est très plein. Il est légèrement différent en couleur, un peu plus vif, il y a un peu plus de blanc. Quelques roses. Le rose, c'est la bruyère calune, la bruyère d'automne qui est en fleur en ce moment. On n'est pas encore en automne, mais on l'appelle la bruyère d'automne. Vous voyez, il y a des petites fourmis, il va falloir les enlever au tri, tout ça. Elles sont très petites, ces fourmis. Oui, oui, Elles oui. arrivent à passer les grilles, c'est pour Elles ça. passent les grilles, oui, Oui. oui, mais même les un peu plus grosses, quelquefois, passent les grilles. En fait, ce qui les attire, surtout, c'est la chaleur sous la ruche. Mm. Le- C'est beau, hein. on a beaucoup de fourmis dans les ruches. Vous voyez les trous sur le côté, là? Oui, C'est ce qu'on c'est appelle- vrai. Oui, C'est ce qu'on appelle les trous à mâle. L'entrée est devant Mm. et oblige l'abeille à passer dans cette fameuse grille, dans le peigne. Mais les mâles qui sont plus gros ne pourraient pas passer dans le peigne. C'est pour ça qu'on ménage sur le côté un trou un peu plus gros que les trous de la grille, enfin du peigne, de telle sorte que les mâles puissent passer. Sinon, ils s'agglutineraient contre le... Parce que les mâles sont plus gros. Hein. Et oui, Sinon, ils s'agglutineraient contre la grille, ils finiraient par y mourir et par obstruer. Enfin, ça irait pas du tout. Quoi. Il faut absolument leur permettre de sortir. Non, il est tout de la même couleur cette fois. Il est très homogène. Il arrive quelquefois qu'il y ait des couleurs très différentes. Oui, donc je disais, ici, nous produisons du pollen multifleur. Il serait possible d'arriver à sélectionner quelques variétés spécifiques, notamment sur le cyste par exemple, en garrigue. Ici, il n'y a pas de cyste, hein, il y en a extrêmement peu. Au moment du châtaignier, on a du pollen de châtaignier, principalement de châtaignier, jamais uniquement. Hein. Mais on ne cherche pas spécialement à sélectionner un pollen d'une fleur particulière. Le multifleur a des propriétés beaucoup plus vastes au point de vue spectre de... mais de toute façon, l'abeille est une bête libre, on va dire, un animal libre, donc elle prend ce qu'elle trouve ou ce qui est. Tout à fait, oui. Nous n'avons aucune autorité sur ces insectes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun moyen d'action. Par exemple, pour le miel, nous, on fait des miels de variétés spécifiques. À ce moment-là, il faut déterminer une aire géographique où, au moment de la floraison ciblée, cette floraison est, si ce n'est unique, tout au moins ultra dominante. C'est pour ça que l'on transhume, que l'on déplace les abeilles. Et oui. Pour certaines variétés, bien heureusement pour nous, c'est très proche de l'exploitation. Le châtaignier, c'est vraiment très proche. Hein. Le thym, c'est le larzac, c'est pas loin du tout. La bruyère, c'est la bruyère blanche arborescente, c'est les garrigues de Faugère, donc sur les emplacements d'hivernage. Par contre, pour d'autres variétés, c'est beaucoup plus loin. L'acacia, pour nous, c'est le pire, c'est l'Ain. C'est Bourg-en-Bresse. La rotation fait 1000 km. Bon, cette année, on n'en a pas, l'acacia a gelé. Alors qu'il était en bouton, les gelées de la fin du mois d'avril qui ont fait tellement de dégâts, on en a beaucoup parlé pour les fruitiers et pour les vignes. L'acacia cette année a gelé du fait des fortes gelées de la fin du mois d'avril. On en a beaucoup parlé pour les fruitiers et pour la vigne. Sur l'apiculture, ça a fait des dégâts aussi. Il y a eu des répercussions, évidemment. Il y a eu des répercussions, et notamment pour l'acacia, qui n'était plus en mode hivernage, qui était déjà en sève, et dont ça a grillé les boutons floraux. Ah oui. Et donc, cette année, on n'a pas fait d'acacia. Il nous en reste un tout petit peu de l'an dernier, que l'on vend au compte-gouttes pour essayer de satisfaire les gens qui vraiment veulent celui-là et pas un autre. Parce que l'acacia, il est beaucoup plus... il est très doux, il très passe très fin. Très fin, mais il n'a pas un goût très spécifique. Oui, justement, il va bien pour les enfants, par exemple. Alors, oui, donc j'étais dans les transhumances. La lavande, c'est loin pour nous aussi. Moins loin, évidemment, que l'acacia. C'est le plateau de Valençol. La lavande, c'est donc sur le plateau de Valençol. Voilà, la lavande, c'est sur le plateau de Valençol. Le plateau de Valençol, c'est un petit plateau qui se situe en Provence, entre la vallée de la Durance qui est à l'ouest et la vallée du Verdon qui est à l'est au niveau de Manosque. Oui, je vois. 50 km au nord d'Aix à peu près. Ah oui, d'accord. Donc là, évidemment, c'est là où il y a le plus de production de lavande. Il y a énormément de cultures de lavande et lavandin. Et là, ils ne mettent pas de pesticides, rien, normalement. De toute façon, l'apiculture, c'est risqué. Ouais. Quoi qu'il arrive. Hein.
Jusqu'à maintenant, les lavandes ne sont pas traitées au moment de la floraison. Il y a un traitement cicadelle en avril, mais nous on arrive sur la lavande. La lavande elle fleurit sur le plateau de Valençol au 20 juin à peu près. Valençol c'est à 600 mètres d'altitude. Et donc ça fleurit à peu près du 20 juin jusqu'à mi-juillet en fait sur la lavande. Ce qui va déterminer la fin de la floraison, c'est pas tellement la fin elle-même de la floraison, c'est le fait que les lavandiculteurs l'auront coupée. Ah oui. La lavande n'est pas cultivée pour nous, hein. La Ah oui, lavande bien est sûr. cultivée pour faire des essences. Oui, donc le miel, il est par essence bio, c'est pas possible autrement. Alors, sinon les abeilles, elles ne pourraient pas résister au traitement. Alors oui et non. D'un point de vue définition, le miel est un produit bio, puisque d'un point de vue définition légale, le miel c'est un produit 100%, c'est-à-dire dans lequel il n'y a aucun Additif. aucun additif, dans lequel on ne peut rien retrouver à l'analyse. Ça ne correspond pas véritablement à la réalité. Mais après, par rapport au fait qu'un miel puisse être étiqueté ou non bio, c'est l'adhésion à un organisme certificateur. Moi, je n'adhère à aucun organisme, ni certificateur, ni autre. Voilà, c'est tout. Hein. J'essaye de faire mon métier c'est-à-dire, du mieux que je peux. Voilà, c'est simplement d'adhérer cette étiquette et de payer les certifications. Voilà. Et de payer les certifications. N'ayant aucune difficulté de commercialisation, je ne vois pas pourquoi j'irais payer un organisme certifié. Pourquoi j'irais payer un petit jeune de 30 ans qui va m'apprendre mon métier. Je suis tout à fait d'accord.